L'exposé que je vous propose à présent porte sur le cerveau et sur la pensée. On a fait énormément de progrès dans la connaissance de ce qui se passe dans le cerveau. Avec les neurosciences en particulier, on peut voir de façon assez précise tout un tas de phénomènes cérébraux. Du coup, il arrive qu'on ne voit plus que l'aspect biologique. Or, ce qui se passe dans le cerveau, c'est aussi construit par la société dans laquelle on est. Et l'une des qualités principales de ce cerveau, c'est justement d'être malléable, d'être plastique, de pouvoir construire des choses. C'est sur ce thème que je vous propose mon exposé. Cet exposé s'appelle « Le cerveau, ça se cultive ». Et on va démarrer par l'idée assez simple qui a été utilisée par presque toutes les cultures, qui est de penser qu'il y a d'un côté le corps et de l'autre l'âme. Et sur cette image, on a une représentation de l'âme qui partirait du corps au décès de la personne qui la portait. C'est l'idée la plus simple pour se représenter les rapports entre le corps et la pensée, mais évidemment, ce n'est pas celle qu'on va défendre dans cet exposé. Surtout que depuis des milliers d'années, les hommes ont eu le temps de réfléchir et de s'apercevoir qu'il y avait un rapport très direct entre ce qui se passait dans la boîte crânienne et la pensée elle-même. Ce que vous avez là, c'est un crâne qui a été opéré il y a des milliers d'années. La trépanation qu'on lui a fait a été une opération réussie en réalité. Là, il y a une ossification qui s'est faite après l'opération et qui montre que la personne est restée vivante et qu'elle a été soignée par cette espèce d'énorme trou qu'on lui a fait dans le crâne pour faciliter au moins la pensée, enfin pour pas avoir trop mal à la tête, on pourrait dire. Le problème du rapport entre le corps et la pensée a été en particulier posé par Descartes, pas résolu, mais posé par Descartes à une époque où on commençait à penser qu'on pouvait rendre mécanique la vie, qu'on pouvait par exemple fabriquer, là on a un canard mécanique qui a été fait par Vaucanson, c'était l'époque de ces essais mécaniques, et bien ce canard fonctionne comme un être vivant, du moins de l'extérieur, il est capable de manger par un bout, il picore, et puis il y a tout un mécanisme à l'intérieur qui va transformer ça dans une matière que je vais appeler fécale et qui ressort par l'autre bout. Et donc Descartes pensait qu'il y avait d'un côté le corps de l'homme, bien sûr, et puis finalement un lien avec la pensée, et il pensait que ce lien se faisait à travers les cavités cérébrales, à travers la glande pinéale, qui avait un lien avec le cerveau, forcément. J'ai envie de citer Gall. Gall est moins connu que Descartes, bien sûr, mais c'est le premier qui a essayé de mettre en relation les différents endroits du cerveau avec des fonctions cérébrales. Dans la liste que vous avez là, il en a distingué 27, mais j'ai mis en jaune celles qui me paraissaient les plus intéressantes ou rigolotes, on va dire, à souligner. Le sens du meurtre, l'organe de la bonhomie, l'amour des enfants, l'organe de la malice, ou l'organe de la théosophie, c'est-à-dire de la croyance en Dieu. Et Gall pensait qu'il y avait un rapport direct entre ces zones du cerveau et même qu'elles étaient explorables de l'extérieur selon la forme du crâne. On dit encore aujourd'hui, par exemple, avoir la bosse des maths, ce qui est une allusion à la pensée de Gall. Les relations qu'il a faites ne sont pas justifiées, mais c'est le premier qui a essayé de faire ce qu'on appelle des localisations cérébrales. Aujourd'hui, on a une imagerie absolument époustouflante. Ce que vous avez là, ce sont des neurones, enfin plus exactement des axones, c'est-à-dire ce qui part des neurones, des espèces de liens, avec ce qu'on appelle des synapses, c'est-à-dire l'endroit où le neurone, qui est là en violet, va prendre contact avec une fibre musculaire à vue de nez, et qui pour lui transmettre des impulsions. On a une imagerie fantastique sur ces neurones que l'on voit là, et on peut maintenant avoir même des images assez extraordinaires de ce qui se passe dans le cerveau avec quelque chose qu'on appelle l'IRM fonctionnel, l'imagerie par résonance magnétique, et Dehaene, Stanislas Dehaene est devenu un personnage assez connu pour les résultats d'observation en neurosciences
Et entre autres, il a écrit sur les neurones de la lecture, et c'est vrai qu'on peut maintenant observer les influx nerveux se répartissant dans le cerveau, rentrant par le cortex visuel, s'organisant dans une aire qu'il a appelée la boîte aux lettres du cerveau, se mettant en relation avec des régions impliquées dans la parole, et puis finalement utilisant la totalité du cerveau pour parler. C'est avec les neurosciences qu'on connaît maintenant de façon plus précise les états de conscience du cerveau et qu'on peut, d'une certaine façon, dire sans trop se tromper qu'en regardant la représentation en bas à droite, eh ben, il s'agit d'une personne qui a un fonctionnement normal du cerveau et qui a la conscience normale, alors que ce qui est juste au-dessus, eh bien, c'est un cerveau qui a un état de conscience dit minimal, qui est quelqu'un qui est, par exemple, tombé dans les pommes. En bas à gauche, l'état végétatif, qui est peut-être mauvais signe, mais qui est encore de la vie et qui est proche du coma, si vous voulez. Et puis, l'inactivité cérébrale, la mort cérébrale, qui fait que on peut, même si on continue à faire fonctionner le corps avec des pompes, avec tout ce qu'on veut, eh bien, la personne, en réalité, est décédée. Cette image peut vous surprendre, c'est Jennifer Aniston. Elle est un petit peu connue pour ceux qui connaissent la série Friends ou pour ceux qui ont suivi de près la vie de Brad Pitt, par exemple, puisqu'ils ont été compagnes et compagnons. Pourquoi j'en parle? Eh bien parce que, figurez-vous, dans toutes les explorations qu'on a faites sur le cerveau, on a pu trouver que certains neurones, chez une personne bien précise, réagissaient au nom de Jennifer Aniston, réagissaient à la photo de Jennifer Aniston et ne réagissaient à rien d'autre. On sait qu'il y a d'une certaine façon des représentations qui passent par des neurones et par des synapses et qui sont construites et qui permettent non pas de lire dans les pensées, comme on va l'expliquer maintenant, mais qui montrent bien que ce sont bien des neurones qui supportent les représentations des personnes qu'on connaît, par exemple. Alors, certains affirment qu'on va bientôt pouvoir lire dans nos pensées. Et ici, on explique même que nous avons pu distinguer une scène d'une autre pour quelqu'un qui regarde le film Le Bon, la Brute et le Truand. Alors, je n'ai pas cherché les scènes du film Le Bon, la Brute et le Truand, mais je peux vous expliquer quand même très clairement que ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui fonctionnent quand on regarde une scène qui se passe au grand air. Quand on regarde, par exemple, cette jeune femme qui est en train d'admirer le Grand Canyon. Et puis, ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui fonctionnent quand on observe une scène qui se déroule dans une atmosphère beaucoup plus feutrée, beaucoup plus close, dans une chambre, et là même dans un lit, entre un homme et une femme. Ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui vont réagir. Alors, on ne peut absolument pas lire dans votre cerveau les différents épisodes du film Le Bon, la Brute et le Truand. Par contre, on peut repérer les scènes qui se passent au grand air, les scènes qui se passent dans une atmosphère plus confinée, et si on connaît bien le film, on va pouvoir dire il regarde telle ou telle scène. Ça n'a aucun rapport avec le fait de lire dans le cerveau. Pour lire dans le cerveau, il faudrait des milliards de connexions avec des ordinateurs. Ce sera peut-être un jour possible, je ne sais pas, mais nous n'en sommes absolument pas là en tout cas. L'extraordinaire richesse de notre imagination, de ce qui se passe dans notre cerveau quand nous lisons des romans, quand nous rêvons, quand nous pensons à des choses plus ou moins extraordinaires, eh bien, tout ça n'est absolument pas lisible de l'extérieur, et notre connaissance du cerveau ne va absolument pas jusque-là. En réalité, le deuxième chapitre, je voudrais vous raconter comment le cerveau se construit. Il se construit à travers l'expérience et entre autres les objets que je vais regarder. Par exemple, pourquoi pas un sapin de Noël. Eh bien, il y a des stimuli dans les neurones qui vont former une espèce d'arbre, c'est pour ça que j'ai pris un arbre de Noël, qui vont former une espèce d'arbre. Il y a un certain nombre de contacts, on pourrait dire, qui vont s'établir et qui seront toujours les mêmes chaque fois que je vois une photo d'un arbre de Noël. Et aussi quand je me remémore un arbre de Noël, quand j'imagine un arbre de Noël, ça va faire une espèce d'image cérébrale. Qu'est-ce qu'on connaît encore de précis sur le cerveau aujourd'hui dans les localisations? Eh bien, des choses assez précises. On voit de façon assez claire dans les neurones de la lecture, justement, l'endroit où se fait la lecture des mots. Et puis aussi d'autres zones dans lesquelles se fait l'écoute des mots. Une troisième zone dans laquelle, qui est utilisée si je prononce les mots.
et finalement une zone dans laquelle, une zone très très large, hein, et qui correspond au fait de penser à des mots. Hein. Et on peut dire que d'une certaine façon, il y a une grande partie du cerveau qui fonctionne quand je commence à penser. Ce schéma peut vous surprendre, hein, c'est une exploration qui a été faite pour repérer de façon extrêmement précise les différents endroits qui correspondent aux organes du corps humain. Cette carte a été faite par un scientifique qui s'appelle Penfield, hein, et qui a exploré sur le cerveau pendant une opération de quelqu'un qui avait une épilepsie grave et qu'il fallait opérer. Il a pu repérer les zones qui correspondaient à la main, qui correspondaient à la jambe, qui correspondaient aux pieds, qui correspondaient à la face, et en particulier aux lèvres. Vous voyez qu'il y a une énorme surface qui est consacrée aux lèvres, à la langue, aux muscles des yeux, etc. Vous voyez que le tronc, par exemple, eh bien, est extrêmement, la surface qui y correspond est extrêmement limitée. C'est que, justement, à chaque terminaison sensible qu'il y a sur le tronc, correspond une zone dans le cerveau qui va traiter les indications, les informations qui viennent de cette zone. Et la main transmet énormément plus d'informations, et donc la surface du cerveau qui la traite est beaucoup plus grande. Mais on a observé depuis, on a pu observer en détail que ces surfaces-là évoluent. On a même expérimenté avec ce magnifique macaque auquel on a appris, par exemple, à arrêter le disque que vous avez à droite, enfin ce n'était pas cet appareil-là, mais peu importe, hein, arrêter le disque en appuyant tout doucement avec le doigt. Ça lui a donné progressivement une grande sensibilité de la pulpe digitale, c'est comme ça que ça s'appelle, le bout du doigt. Et ben, la surface correspondant au bout de son doigt est devenue de plus en plus importante dans son cerveau. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de choses qui sont montées une fois pour toutes, mais il y a une grande plasticité du cerveau, une grande sensibilité en fonction de ce que je touche. Alors, sur cette photo, on voit un magnifique chat qui a 2 yeux. Eh bien, je vais vous expliquer justement qu'est-ce qui se passe d'une certaine façon dans son cerveau. Dans son cerveau, l'œil droit correspond à une zone du cerveau qui est ici dessinée en noir. Hein, et l'œil gauche correspond à une zone du cerveau qui est dessinée ici en blanc. Bon. Et ces deux zones sont entremêlées, justement, c'est ça qui permet une vision en relief, hein, l'œil droit et l'œil gauche, engendrant un signal complexe qui est une image en relief. Eh bien, on a fait une opération très désagréable pour ce chat, hein, on lui a enlevé l'œil droit. Et le cerveau, progressivement, eh bien, il a évolué. La zone de sensibilité qui correspondait à l'œil droit et qui était en noir, eh bien, elle a presque disparu. Le noir est devenu beaucoup, beaucoup moins important. Et la zone qui correspond à l'œil gauche s'est développée. C'est-à-dire qu'il a d'une certaine façon compensé avec l'œil gauche le manque de vision qu'il avait avec l'œil droit. Le cerveau est plastique. De la même façon, mais là on ne va pas lui ouvrir le cerveau pour le vérifier, hein, ce petit garçon qui est en train d'apprendre à jouer du violon, eh bien, les zones qui correspondent à la sonorité, mais aussi en particulier les zones qui correspondent à la motricité des doigts, eh bien, vont évoluer progressivement et vont prendre de plus en plus de place, hein, et le cerveau de ces jeunes garçons sera le cerveau d'un musicien, construit par la musique d'une certaine façon. Vous avez ici une personne qui est aveugle et qui est en train de lire en braille. Cette personne est aveugle, ça veut dire que la zone qui est marquée par une flèche jaune et qui d'habitude est utilisée pour déchiffrer les signaux qui viennent de l'œil, cette zone-là n'est d'une certaine façon pas utilisée. Mais quand la personne lit en braille depuis très longtemps, quelle zone va être utilisée pour la lecture en braille? Eh bien, cette zone du cerveau qui, d'une certaine façon, ne servait à rien. Et elle est utilisée à présent, elle est réutilisée, elle est recyclée pour la lecture en braille. Ça veut dire que le cerveau est capable de se construire, de se modifier, de se construire en fonction des circonstances. Un exemple encore plus extraordinaire et qui est possible lors d'opérations. Là aussi, je vous l'ai dit, on ne peut opérer à cerveau ouvert que des personnes qui ont des problèmes graves d'épilepsie, par exemple, hein, ou de tumeurs.
Alors, bien sûr, pour leur ouvrir la boîte crânienne, eh bien, il faut les endormir, mais une fois que la boîte crânienne est ouverte, vu que le cerveau n'a pas de sensibilité lui-même, eh bien, on peut réveiller la personne, discuter avec elle, lui poser des questions, lui demander même de jouer de la guitare, de faire un certain nombre de choses, et là, en l'occurrence, de parler en anglais, en italien, en espagnol, si elle sait parler toutes ces langues-là, bien sûr, pour vérifier quelles zones sont utilisées pour parler telle ou telle langue. Et en chirurgie, on peut, d'une certaine façon, opérer, enlever une tumeur en disant ben, je vais essayer d'éviter telle zone, hein, et cette personne qui parle plusieurs langues, ben, je vais lui demander si elle préfère garder l'italien ou garder l'espagnol, qui ne sont pas ses langues d'origine, mais parce que je vais être obligé de couper un peu large pour enlever une tumeur et que je vais savoir, pouvoir vérifier à quel endroit il faut couper. Le chapitre suivant s'appelle « Le cerveau, ça se répare », justement parce que le cerveau est plastique. Et bien, comme il est plastique, ça veut dire qu'il peut se réparer. Et l'exemple que vous avez là, Superman, hein, qui s'appelle Christopher Reeve, hein, eh ben, c'est un exemple assez tragique parce que suite à un accident de cheval assez grave, les vertèbres cervicales ont été cassées, hein, et Christopher Reeve a été condamné au fauteuil roulant. Eh bien, il avait une volonté de faire, et il a eu une rééducation pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il réussisse à récupérer progressivement une partie de sa motricité. Oh, il n'a pas fait Superman après, mais il a pu se déplacer, il a pu récupérer la marche, récupérer un certain nombre de choses, puis il a fini par décéder. Un autre exemple, un vrai miracle d'une certaine façon, c'est la possibilité de faire voir les aveugles. Un aveugle, bah, finalement, il y a une connexion qui ne se fait pas entre ses yeux et des parties du cerveau qui sont censées décrypter ce qui vient des yeux. Eh bien, avec une caméra, on va envoyer des signaux dans la zone en question, des signaux que progressivement le cerveau va apprendre à décrypter. Et progressivement, il va apprendre à construire des images avec ces signaux-là. C'est assez extraordinaire, mais ça ne montre pas l'extraordinaire puissance de la technologie humaine, ça montre surtout la plasticité extraordinaire du cerveau qui, progressivement, apprivoise ces impulsions électriques qui lui arrivent, hein, et les transforme en quelque chose qu'on pourrait appeler une nouvelle vision. Même exemple, mais cette fois-ci c'est moteur, hein, même exemple avec la possibilité de commander par le cerveau le bras articulé que vous avez là. C'est un bras articulé d'une personne qui a été amputée, donc là, on lui a fabriqué un bras artificiel. Eh bien, les impulsions qui viennent de son cerveau vont être progressivement déchiffrées et il va lui-même adapter les pensées qu'il a pour commander le bras. Il va s'apercevoir, son cerveau va progressivement s'adapter et il va pouvoir commander le bras par la seule puissance de son cerveau, si vous voulez. Le cerveau est plastique, je l'ai dit plusieurs fois, je vais le redire encore une fois. Cette jeune fille s'appelle Cameron Mott. Elle a eu un grave problème d'épilepsie et à 9 ans, on lui a enlevé le cerveau droit. La radio actuelle de son cerveau, c'est celle-là. Le cerveau droit a disparu, enfin a été enlevé, et elle fonctionne uniquement avec le cerveau gauche. Eh bien, progressivement, après ces 9 ans, le cerveau gauche a pris le relais pour pratiquement toutes les fonctions du cerveau droit. Elle marche, elle parle, elle joue, elle raconte des histoires, elle a une vie presque normale. Je dis presque, il y a quelques petites différences. Là, et il a fallu une rééducation très importante et qui n'a pas forcément été jusqu'au bout sur tous les plans, mais qui lui permet de s'être réadapté. Le chapitre suivant s'appelle « Le cerveau, c'est toute une histoire ». S'il se construit, eh bien justement, ça veut dire que progressivement, avec toute l'histoire de l'évolution, eh bien on va voir aussi l'évolution du cerveau lui-même. Le système nerveux du ver que vous avez là, il est extrêmement simple. On ne peut pas vraiment parler de cerveau, mais il y a déjà des apprentissages possibles, hein, des relations entre des impulsions nerveuses et des odeurs, par exemple. Il y a déjà de l'apprentissage.
Chez le canari, dans lequel il y a beaucoup de comportements qui sont innés et qui sont donc tout construits, en particulier une bonne partie de son chant est complètement inné, mais le cerveau, et lui il existe cette fois-ci, il est capable, hein, à certains moments, à certaines périodes de sa vie d'ailleurs, de construire des comportements nouveaux. On n'a pas encore un développement extraordinaire de ces comportements, mais on a la capacité d'apprendre. Dans l'évolution, le cerveau va progressivement avoir des possibilités de plus en plus grandes d'apprendre. En particulier dans les animaux qu'on va appeler intelligents, et ça peut être le corbeau, pas forcément que des mammifères, mais enfin en général des mammifères comme le dauphin qui est là, ou alors le chien, l'éléphant, le chimpanzé. Eh bien, ces animaux-là ont de plus en plus de capacités d'apprentissage. C'est-à-dire que le cerveau, progressivement, ne se contente pas de faire des automatismes, mais il est capable d'élaborer des comportements de plus en plus complexes. D'ailleurs, avec les macaques qui sont là, eh bien, on a la possibilité de comparer. On a mis à l'échelle les deux cerveaux et on a la capacité de comparer des zones qui servent à la reconnaissance visuelle chez le macaque. Il faut bien qu'il reconnaisse les objets, les visages, etc. Et on trouve une zone analogue dans le cerveau humain qui sert à la reconnaissance visuelle des objets, des visages et des mots écrits. Il n'y a pas une capacité innée de reconnaître les mots écrits, mais il y a une zone qui est capable d'apprendre à reconnaître des mots écrits. On a parlé tout à l'heure de la musique. On a montré un petit garçon qui apprenait à jouer du violon. Mais il apprend à jouer du violon parce que dans cette culture-là, on apprend à jouer du violon. Ce qui est culturel en particulier, c'est justement ce qui est appris collectivement, ce qui est appris parce que c'est à la mode, que c'est une pratique dans cette culture-là. Eh bien justement, les musiques sont propres à chaque culture. Donc d'une certaine façon, notre cerveau est modelé par la culture dans laquelle on vit. La danse aussi est une activité humaine qui demande un long travail d'apprentissage auquel le cerveau se plie progressivement. Plus exactement, les comportements sont appris dans le cerveau, hein, et c'est bien une activité très marquée culturellement. Ce n'est pas les mêmes comportements qu'on apprend, ce n'est pas les mêmes danses. Hein, et même en bas à gauche, vous avez des personnes qui sont en train de danser en natation synchronisée, aquatique, mais ils sont la tête en bas, les pieds à la surface, et ça demande un long apprentissage. Et c'est une microculture, on pourrait dire, que celle de ceux qui sont en train de faire des ballets aquatiques. Apprentissage aussi pour notre cerveau que celui des langues. Alors, je ne vous ai pas fait entendre des personnes en train de parler, hein, mais je vous ai montré ici différentes sortes d'écriture, l'hindi, le russe, le japonais pour la colonne de gauche, l'arabe, le chinois, l'hébreu pour la colonne de droite, qui supposent des longs apprentissages au niveau du cerveau pour les parler, pour les écrire, et donc une construction complètement différente d'une culture à l'autre, hein, et qui sont propres à ces cultures-là et qui ne sont absolument pas préfabriquées dans le cerveau. Même l'érotisme, figurez-vous, même l'érotisme est culturel. Qu'est-ce qui va déclencher des réactions, j'allais dire des relations? Oui, des relations aussi. Qu'est-ce qui va amener tel ou tel comportement dans les femmes et les hommes? Eh bien, ça dépend de certaines images et ça, c'est construit. C'est construit par des cultures qui autorisent ou qui n'autorisent pas telle ou telle chose, etc. Donc, je voudrais vous dire que nous sommes tous parents, que nous avons tous d'une certaine façon le même cerveau, mais qu'il est construit différemment et que par certains aspects, il n'y a pas deux cerveaux identiques. Le cortex, en fait, il est remanié en permanence par la culture et il amène les personnes à avoir des fonctionnements cérébraux différents. Alors, est-ce que tout ce qu'on vient de dire a des conséquences sur l'apprentissage, sur l'école, c'est-à-dire d'une certaine façon sur la pédagogie? Normalement, ça pourrait, ça devrait, puisqu'on a parlé du cerveau en termes d'apprentissage. Et du coup, je suis amené à dire deux mots sur Céline Alvarez, sur Stanislas Dehaene, qui, l'un comme l'autre, disent avec ce qu'on connaît du cerveau aujourd'hui, eh bien, on a accès aux lois naturelles de l'enfant. Ça va être une véritable révolution dans l'éducation. Ça, c'est un peu réducteur. C'est un peu réduire, d'une certaine façon, l'apprentissage à uniquement le fonctionnement cérébral. Vous avez ici la classe que menait Céline Alvarez.
avec un petit groupe d'enfants, avec 2 adultes, avec un cadre, avec beaucoup de matériel. Et effectivement, ces jeunes enfants ont appris facilement tout un tas de choses. Bien sûr que ces méthodes actives sont très importantes. Ceci dit, on sait depuis bien longtemps qu'il y a un certain nombre de règles dans la pédagogie, qu'un jeune garçon qui n'apprend pas à lire ou à parler même suffisamment tôt, eh bien, va pas pouvoir le faire très facilement ensuite. La scène que je vous montre là, c'est dans L'Enfant sauvage, c'est un film de Truffaut qui raconte une histoire qui s'est passée il y a plusieurs siècles d'un enfant trouvé dans les bois et qui ne parlait pas et auquel les pédagogues de l'époque ont essayé d'apprendre à parler sans succès. Parce que justement, il y a des choses qu'on peut apprendre tôt et puis il y a des choses qu'on ne peut plus apprendre après. Mais la pédagogie, elle rentre forcément dans un cadre social bien précis. Et vous avez ici l'école organisée par Célestin Freinet, qui bien sûr était elle aussi une école active, avec des activités qui étaient beaucoup plus d'ailleurs centrées sur la construction d'une société. C'est des idées correspondant aux idées socialistes de l'époque, et qui pensait que les activités principales devaient être orientées sur la communication entre les écoles, sur l'imprimerie, sur là aussi des travaux actifs. J'ai envie de vous présenter quelques pédagogues justement qui allaient dans ce sens-là. La photo que vous avez là, c'est celle de Ovide de Crowley. Et les gamins qui sont en bas à droite sont dans une école qui porte le nom d'Ovide de Crowley, mais qui ne date pas de la même époque. Eh ben, il avait décidé, lui, de faire l'école dans sa maison, avec les activités de la vie de tous les jours. Je voudrais vous parler à présent d'Anton Makarenko. Et les gamins qui sont en bas à droite sont aussi dans une école qui porte le nom d'Anton Makarenko. Ce n'est pas un nom très connu. Le livre le plus important qu'il écrit s'appelle Poème pédagogique. Et il raconte cette histoire. Juste après la Révolution russe, on lui a confié un certain nombre de gamins qui étaient abandonnés dans les rues, qui étaient ce qu'on appellerait des délinquants aujourd'hui. Et avec eux, il a construit la vie. Il a construit une école où on apprenait plein de choses et entre autres à vivre ensemble. Progressivement, il a construit la colonie Gorki, dans laquelle il y a eu des dizaines, puis des centaines d'enfants. Et c'est une pédagogie qui vise à organiser, à apprendre ensemble la vie sociale. Un autre pédagogue dont vous avez peut-être entendu le nom, c'est Janusz Korczak. Korczak a écrit lui aussi un livre qui s'appelle Le Roi Mathias Ier. Je vous le conseille, c'est un livre pour enfants, mais c'est très intéressant des fois, les livres pour enfants. Et là aussi, les jeunes enfants qui sont en dessous sont dans une école qui s'appelle l'école Janusz Korczak. Eh bien, c'est un des premiers à avoir défendu l'idée que les enfants doivent s'organiser, doivent être respectés comme des adultes, qu'on doit leur donner la possibilité d'organiser leur société scolaire. Eh bien, tout ça, bien sûr, sont des orientations. Il y a bien d'autres écoles qui poursuivent aujourd'hui ces pédagogies, l'école Vitruve par exemple, mais aussi bien d'autres écoles dans une autre société. Ce serait très important de créer une école qui repose sur la vie, dans laquelle les enfants apprennent à vivre ensemble, et tout ça, on fait dans ce cas-là de la pédagogie et même de la sociologie et même de la politique et évidemment pas de la neurologie. Alors, pour finir vraiment, quelques conseils. Pour bien faire fonctionner votre cerveau, qu'est-ce que vous pouvez faire? Figurez-vous que le plus intéressant, le plus efficace, c'est encore de soigner votre cœur à cause de la circulation sanguine. Et donc courir, et courir ensemble. Ça veut dire avoir des relations avec des gens avec lesquels on va courir, avec lesquels on va s'organiser. C'est un point extrêmement important. Bien sûr, il faut faire fonctionner son cerveau, penser, réfléchir, organiser ses idées, etc. C'est sûr. Et puis, il faut lire. Là aussi, ça fait fonctionner le cerveau. Ce tableau de Picasso qui s'appelle justement La lectrice, eh bien, est un bon symbole. Il faut qu'on apprenne plein de choses. Le fait de faire fonctionner son cerveau, bien sûr, c'est très utile. Il faut aussi faire de belles rencontres. Alors, vous ne rencontrerez pas forcément E.T., mais il faut justement avoir des rencontres avec des personnes de toutes sortes, construire des échanges sociaux, et c'est ça le plus important. Et pour résumer tout ça, je vais vous le dire, il faut militer. Quand on milite, et on court, et on réfléchit, et on lit, et on a des rencontres extraordinaires, et on finit par aller manifester ensemble. Et tout ça, c'est la meilleure façon de garder un cerveau en bon état de marche. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.